Vous en êtes d'accord, mesdames, messieurs, et si cela vous convient, cher Michael, débuter cette conférence. Alors, tout d'abord, chers amis, chers alumni, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Nous lançons ce soir la première conférence du cycle Les coulisses de l'Élysée, en accueillant Michael Moreau. Michael Moreau qui est auteur de Les plumes du pouvoir. Là, Les plumes du pouvoir, publié chez Plomb en mars 2020. Alors, Michael Moreau, bonsoir. Bonsoir. Désolé pour ce petit retard informatique. Ne vous en De faites pas. ma faute. En l'an 2000, Michael Moreau, vous débutez votre carrière de journaliste au quotidien France Soir, puis vous devenez rédacteur en chef adjoint de l'émission On ne peut pas plaire à tout le monde, de 2006 à 2008. Vous êtes rédacteur en chef de l'émission T'empêche tout le monde de dormir, puis de 2008 à 2009 de Média, le magazine. Vous passez ensuite chez iTélé et Black Dynamite Productions. Vous avez notamment coécrit avec Aurore Gorius Les Gourous de la Com en 2011, puis Les Gourous de la Com dérapent en 2016. Également, Main basse sur la culture, coécrit avec Raphaël Porrier. C'était en 2014. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous allez nous rappeler ce soir que le discours est un instrument du pouvoir par excellence et que dans le dispositif du pouvoir, eh bien, les plumes, celles et ceux qui, dans l'ombre et dans les coulisses, rédigent les discours, eh bien, ces plumes sont des conseillers à part. Ils, elles, interviennent au moment les plus cruciaux, c'est-à-dire quand il faut parler. Et une fois que la parole est en action, eh bien, le discours n'appartient qu'à celui qui le prononce. Écrivez-vous dans votre ouvrage. Alors, nous allons traverser la 5e République avec vous pour mieux comprendre qui sont ces plumes dans un pays, la France, où les présidents tiennent beaucoup, évidemment, à la tradition littéraire. Alors, bien sûr, il y a plusieurs types de discours auxquels les plumes contribuent. On retrouve au fil des pages de votre ouvrage les discours à portée géopolitique. On pense évidemment au discours de Phnom Penh du général de Gaulle, au discours devant la Knesset de François Mitterrand, Dominique de Villepin à l'ONU. On pense aux commémorations, aux grands hommages, aux vœux, aux décorations. Bref, tous les discours, néanmoins, ne connaissent pas le même destin. Alors, Michael Moreau, tout d'abord, quels sont les ingrédients d'un bon discours ? Déjà, un discours, ça marque pas seulement par les mots choisis finalement, par la littérature et par le talent de l'orateur. Il y a quelque chose qui est très important et qui est souvent méconnu qui est souvent sous-estimé peut-être, qui est l'importance du contexte. C'est-à-dire qu'un bon discours, d'abord, il tombe au bon moment, dans un contexte très particulier, dans un contexte très fort. Par exemple, si on se souvient autant du discours de Dominique de Villepin le 14 février 2003, c'était aussi le contexte de la guerre de l'Irak en Irak, et ça intervient après toute une série de discours. C'est un discours qui arrive en bout de piste finalement, qui arrive au moment où vraiment la tension est la plus forte. Le contexte est très très important. Il y a des discours très importants que finalement on oublie parce qu'ils sont éclipsés par un autre événement, parce qu'ils ne sont pas dits au bon moment. Même par exemple dans l'exemple récent, le Premier ministre Jean Castex prononce un discours sur la politique de la ville le jour où il annonce qu'on ne reconfine pas. Évidemment, ce que l'on retient, c'est plus son allocution sur on ne reconfine pas. Il y a toute une alchimie qui doit être faite à ce niveau-là. Le contexte est très très important. Alors, vous le rappelez dans votre ouvrage, vous citez un entretien que vous avez eu, Robert Badinter, qui dit il faut les circonstances historiques Exactement. pour un discours. Vous avez quelques exemples, vous avez cité Dominique de Villepin à l'ONU, vous avez d'autres exemples sur ces circonstances historiques qui font qu'un discours est un bon discours et reste
dans l'histoire, ou en tout cas entre moins dans l'histoire? Alors, par exemple, il y a des discours même sur l'international. Par exemple, François Mitterrand a fait beaucoup de discours sur l'international à la Knesset quand il est le premier président arrivé en Israël. Au Bundestag, au moment où il y a de la guerre des euromissiles. Donc, ça devient des discours importants sur l'international parce qu'il y a, pareil, un contexte, il y a quelque chose qui se passe. Pour rester avec François Mitterrand, mais en allant plus sur la France, par exemple, il y a un discours qui est un peu plus improvisé, mais qu'on retient par le contexte, c'est le discours, par exemple, aux obsèques de Pierre Bérégovoy, où il parle le fameux discours, il parle des chiens, en parlant notamment des journalistes. C'est l'image, c'est le contexte, c'est le suicide de Pierre Bérégovoy qui fait aussi qu'on se souvient de cette émotion, de ce moment particulièrement fort. Après, il y a des discours. Par exemple, j'ai pas mal discuté pour ce livre, y compris par exemple, avec François Hollande, qui a fait beaucoup de discours qui tombaient parfois au mauvais moment. On se souvient on se souvient de ces discours évidemment dans le contexte des attentats. On se souvient beaucoup de ces discours-là. Il a tenté d'autres discours, mais qui ont été éclipsés par d'autres événements. Par exemple, même il y a un discours qu'on retient, par exemple, qui est le discours de l'île de Saint, où il y a la pluie. Mais la pluie prend cette importance-là aussi parce que c'est un contexte de remaniement, de changement de ministres, des ministres qui partent, et ça éclipse en quelque sorte le message qu'il était venu dire à l'île de Saint. Il y a plusieurs, voilà, le discours, au-delà des mots, au-delà de ce qui va être annoncé, le contexte est très important. Après, il y a aussi évidemment un discours qui marque, c'est forcément un discours où on annonce aussi quelque chose qui peut être une annonce très, très factuelle, une mesure très forte, mais qui peut être aussi, par exemple, l'un des discours qu'on retient, l'un des discours présidentiels de ces dernières décennies qu'on retient le plus, c'est par exemple le discours du Veldiv, parce que ça marque aussi quelque chose, un tournant. Il y a aussi une idée derrière, il y a l'idée d'un tournant. Alors, vous disiez à l'instant que François Hollande avait prononcé beaucoup de discours. Vous donnez en effet des chiffres qui vous ont été fournis par l'Élysée sur le nombre Exactement. de discours prononcés chaque année par les différents présidents de la République. 67 discours par an en Pour De moyenne Gaulle. pour le général de Gaulle, 136 pour Valéry Giscard d'Estaing, 165 pour François Mitterrand, 192 pour Jacques Chirac, 225 pour François Hollande. Et vous faites le constat que nous sommes passés en effet de discours du général de Gaulle qui étaient des discours plutôt courts, plutôt généraux, des discours qui n'avaient pas d'annonce de mesures particulières, de grands plans gouvernemental. Et vous dites que nous sommes passés à des discours qui se sont, je vous cite, industrialisés. Que s'est-il passé? Oui, effectivement, sous De Gaulle, juste le discours, De Gaulle veut donner un cap et il fait des discours très courts qu'il apprend par cœur d'ailleurs. Euh, Après, au fur et à mesure du temps, il y a eu de plus en plus de discours. À partir des années 80, on a commencé beaucoup à commémorer. Après, il y a le tournant du Veldiv qui est 95, où là, on commémore beaucoup, beaucoup. Donc, le discours a gagné en longueur, a gagné aussi en termes de nombre, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des discours où, en fait, il y a de plus en plus de discours, plus exactement, qu'aujourd'hui un président prononce et qu'un président auparavant n'aurait pas prononcé. Notamment depuis le quinquennat, la présidentialisation encore accrue du pouvoir. Aujourd'hui, le président peut annoncer des plans gouvernementaux qui autrefois relevaient plus de ministres ou de chefs de gouvernement. Donc, il y a vraiment des mesures gouvernementales qui sont annoncées par les présidents et il y a aussi de plus en plus de commémorations. On commémore de plus en plus de choses, de plus en plus de personnalités. Par exemple, le discours à la Madeleine d'Emmanuel Macron sur Johnny, c'est totalement inédit. Ça ne se faisait pas auparavant. Même, j'avais regardé, on a aussi l'exemple évidemment dans le passé de quand Cocteau ou Piaf meurent, il n'y a même pas Malraux qui se déplace. Mais même en 76, quand Malraux meurt, il n'y a pas de discours présidentiel de Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing est au Louvre pour la cérémonie d'hommage, mais ce n'est pas lui qui prononce le discours. C'est le Premier
Premier ministre Raymond Barre à l'époque, et à l'époque, ça semblait tout à fait naturel, et même ça a failli être non pas le Premier ministre, mais juste François Giraud qui prononce le discours pour la mort d'André Malraux. Aujourd'hui, ça serait totalement inimaginable. Donc, il y a de plus en plus de discours sur plein de thèmes, et des discours de plus en plus longs, de plus en plus précis aussi. Par exemple, j'avais regardé les discours sur la jeunesse des différents présidents de la République, et au fur et à mesure qu'on s'approchait d'aujourd'hui, les discours étaient de plus en plus précis, avec des mesures annoncées de plus en plus précises, là où auparavant, c'était juste une idée générale qui était donnée dans les discours. Et alors, vous dites justement qu'il y a dans cette industrialisation des discours, qu'il y a un tournant avec Valéry Giscard d'Estaing, parce qu'à partir de ce moment-là, le président ne s'adresse plus à la France, mais il s'adresse aux Français. Qu'est-ce que cela a comme impact sur le discours? Oui, c'est-à-dire que Valéry Giscard d'Estaing, à la fois, cherchait par le discours à séduire, et aussi a introduit une certaine technicité dans le discours. Parfois, il cherche d'ailleurs, en termes de technicité, la performance, en donnant beaucoup de chiffres. Il y a même déjà quand il était ministre de l'économie, en 64, il fait un grand discours de 3 heures à l'Assemblée, où vraiment ce qu'il recherche, c'est la performance, c'est dire son discours bourré de chiffres, sans aucune note, et en ayant vraiment tout appris par cœur, en connaissant vraiment tout. Donc il y a à la fois l'idée qu'on essaye de s'adresser aux Français, avec l'idée de la séduction derrière, regardez ce qu'ils aient la France au fond des yeux, et l'idée aussi que ce soit un peu plus technique, même s'il y a aussi des discours un peu plus littéraires de Valéry Giscard d'Estaing, quand par exemple, il a prononcé un discours aux Veldives en 76. Il n'a pas ignoré non plus le côté littérature, mais il y a eu à la fois cette idée un peu de communication qui s'est accrue, et de technicité en même temps. Alors, tournant VGE, mais rupture avec Nicolas Sarkozy, dites-vous. Pourquoi est-ce qu'il y a une rupture? Alors, Nicolas Sarkozy, je trouve que c'est un cas très intéressant en termes de discours. J'ai rencontré beaucoup de ses conseillers de l'époque, et tous le disent eux-mêmes, que Nicolas Sarkozy prononçait beaucoup de discours, mais cherchait à cliver par ses discours, et que c'était vraiment très volontaire. C'est-à-dire qu'on se souvient de discours qui ont clivé, comme le discours de Dakar, le discours de Grenoble, mais il n'y a pas que cela. Il faisait beaucoup de déplacements déjà, Nicolas Sarkozy, et à chaque déplacement, il voulait un discours, et pour chaque discours, il voulait une annonce, et une annonce qui puisse faire parler. Et parfois, du coup, ça amenait à cliver, et il cherchait ce clivage-là. Et parfois, même au sein de l'entourage de Nicolas Sarkozy, ils n'étaient pas d'accord d'ailleurs sur la mesure à prendre en termes de dosage, sur est-ce que ça clive trop ou pas assez. Il y a eu des immenses engueulades, entre guillemets, entre les conseillers de Nicolas Sarkozy, et qu'ils le racontent eux-mêmes. Alors on va revenir en effet dans un instant sur cet aspect très singulier de la vie des plumes. Auparavant, j'aurais souhaité revenir sur ce que vous disiez il y a de cela quelques minutes en termes de contexte. Alors on parlait du contexte historique ou de l'actualité au moment de laquelle le discours intervient, mais il y a également l'impact du discours qui est parfois, souvent intimement lié au cadre dans lequel il est prononcé. À toutes les époques, vous l'écrivez, ce sont à la fois la solennité et la gravité qui sont recherchées par les présidents. Vous rappelez, entre autres, le discours du soir du deuxième tour de l'élection présidentielle du 7 mai 2017, où vous écrivez « La sobriété n'est pas particulièrement de mise au pied de la grande pyramide du Louvre ». Toujours concernant le président Macron, le 7 septembre 2017, le discours à Athènes face à l'Acropole, le discours sur la culture et la démocratie. Quelle est la place accordée à la mise en scène dans un discours? Et est-ce qu'un cadre soigneusement étudié garantit le succès d'un discours? Alors, pas forcément. Il y a évidemment toujours, le cadre est toujours très, très,
très choisi de façon très soignée, même sur certains discours pour des cérémonies, notamment d'hommage, il peut même y avoir des scénographes, entre guillemets, ou pour des cérémonies de victoire aussi. Après, une belle image ne donne pas forcément un beau discours. Et même, par exemple, le cas d'Emmanuel Macron est assez particulier puisqu'il a essayé de s'en détacher. Au début, il a fait énormément de discours très grandiloquents. Ça commence le soir de la victoire, effectivement, au Louvre. Ça a été cérémonie répétée pendant le week-end. Ça a été ensuite, on a vu des images, la Sorbonne, le cadre même du Congrès de Versailles, un discours à l'apnix, l'image est magnifique. La seule chose, c'est que à partir des Gilets jaunes, il a voulu totalement changer. Emmanuel Macron, il s'est aperçu que finalement, ces discours très grandiloquents, avec l'image grandiloquente, ça le rendait trop vertical, entre guillemets, trop jupitérien, trop éloigné de la population, selon lui. Et à ce moment-là, au moment des Gilets jaunes, il se trouve que sa plume change, mais ça, c'est plus un hasard. Ce n'est plus Sylvain Faure, c'est une nouvelle plume qui s'appelle Jonathan Guémas, mais surtout, il va vouloir choisir une écriture plus épurée et surtout des cadres plus du tout grandiloquent, voire passer par d'autres choses que par des discours. Il tente le grand débat national, il tente des allocutions télévisées, il se sert beaucoup des allocutions télévisées, il en fait beaucoup plus que des discours, et même les cérémonies d'hommage, ces discours, il fait beaucoup plus attention à ce que ce soit moins grandiloquent qu'au début. Ça peut aussi, une image grandiloquente, ça peut avoir aussi un effet contre-productif. Alors revenons un instant sur ces plumes que vous avez interviewées, en tout cas un bon nombre d'entre elles. Qui sont-ils, qui sont-elles, ces hommes et ces femmes? D'où viennent-ils? D'où viennent-elles? Qu'est-ce qui les anime? Alors, le profil peut être assez varié. Il se trouve qu'il y a beaucoup de normaliens. Euh, Et après, il y a aussi il y a quand même aussi des personnalités politiques qui font un peu leur gamme auprès d'une autre personnalité et qui parfois après cherchent à faire leur chemin politique. Il y a deux types de plumes. Il y a les plumes vraiment qui veulent rester dans l'ombre. Ça, il y en a vraiment. Et puis, il y a celles qui s'exercent pour plus tard exercer aussi une profession politique. Il y a des plumes célèbres, enfin, il y a des plumes qui sont devenues des personnalités politiques de premier plan. Alain Juppé a démarré comme plume de Jacques Chirac à Matignon en 76. Le, Laurent Fabius a été plume de François Mitterrand. Christine Albanel a volé de ses propres ailes à un moment donné, après avoir été plume de Jacques Chirac. Donc il y a ces deux types de profils. Il y a des plumes qui veulent rester dans l'ombre et des plumes un peu plus politiques. Et en effet, la boucle est bouclée quand ces plumes eh bien, font elles-mêmes appel à des plumes à leur tour, une fois Exactement. à des postes de responsabilité. Alors, vous consacrez dans votre ouvrage un chapitre aux couples célèbres, aux couples en tout cas les plus célèbres de leaders politiques et de rédacteurs de plumes. On citait Mitterrand et Orsena, Jacques Chirac et Christine Albanel, Nicolas Sarkozy et Henri Guénaud, Emmanuel Macron et Sylvain Faure. Et vous écrivez, entre une plume et son président, la relation est souvent faite de complexes des deux côtés. Alors Sylvain Faure, par exemple, avait vraisemblablement des capacités littéraires supérieures à celles du président de la République, et ce dernier en aurait vraisemblablement souffert. Mitterrand trouvait que la plupart de ses collaborateurs ne savaient pas écrire, et Védrine dira de François Mitterrand, lui, c'est un vrai écrivain. Vous faites aussi référence à la méfiance qui parfois, souvent, s'instaure finalement entre le leader et sa plume. Vous faites notamment référence à François Hollande. Vous écrivez « Lorsqu'il est question de sa parole, le président n'a confiance qu'en lui-même ». Quelle est la nature finalement des relations entre ces deux personnes, entre le leader politique et sa plume? Et est-ce que cette relation, elle dépend du degré d'implication du président de la République, si on parle du président de la République, dans la rédaction de ses propres discours?
Oui, c'est une relation qui est vraiment très, très, très complexe. C'est-à-dire qu'il y a notamment, en fait, il y a à la fois des présidents qui écrivent vraiment et qui veulent écrire et qui, du coup, laissent moins enfin, veulent faire, demandent du coup à ce moment-là à réécrire, sont jamais satisfaits, veulent s'impliquer effectivement énormément dans les discours. C'est notamment le cas de François Hollande, qui a eu qui a eu beaucoup de plumes et qui n'était jamais satisfait, qui les renvoyait régulièrement et qui dit lui-même qu'il était, finalement, s'il y a bien un sujet sur lequel il pouvait être dur avec ses collaborateurs, c'était sur ses discours. Il aurait finalement aimé les écrire lui-même et il les réécrivait où il les faisait réécrire jusqu'au dernier moment. Et puis, il y a une relation qui est que je trouve intéressante, qui est la relation effectivement Guénaud-Sarkozy, puisqu'elle a duré tout le temps d'un quinquennat, donc il y a une fidélité qui est assez forte. Après, elle a été possible aussi puisque Nicolas Sarkozy faisait finalement confiance à sa plume et s'impliquait moins qu'un François Hollande dans l'écriture. Donc après, ça provoque d'autres problèmes. Mais c'est une relation aussi qui a été forte pour cela. C'est très difficile d'être plume pour quelqu'un, puisqu'il faut se mettre dans la tête de la personne, euh, il faut écrire ce que pense l'orateur et pas ce qu'on pense forcément soi. Euh, Là-dessus, il y a eu des plumes aussi qui ont été. C'est un travail qui a été complexe aussi pour plusieurs plumes, y compris pour Henri Guénaud, qui voulait de plus en plus donner son avis politique dans les discours. Même une Christine Albanel, qui a été très, très fidèle à Jacques Chirac pendant longtemps, elle raconte elle-même qu'elle était plus à droite finalement que Jacques Chirac et qu'elle voulait lui écrire des discours contre les 35 heures, sur un certain nombre de sujets et qu'il ne voulait pas. Donc il peut y avoir aussi une sorte de frustration politique quand on écrit pour une personnalité politique. C'est très difficile. Il y a pas beaucoup il y a quelques couples célèbres effectivement, mais finalement il y en a assez peu qui ont vraiment trouvé un terrain d'entente où les deux personnalités, la plume, l'orateur, a pu trouver une sorte de terrain d'entente. Alors justement, vous citez à plusieurs reprises des plumes qui font part des difficultés de leur métier. Dans votre ouvrage reviennent régulièrement des citations qui font référence à un enfer, à un exercice épouvantable, à un exercice d'humilité. On comprend à la lecture de votre ouvrage, en effet, que les plumes travaillent évidemment beaucoup, qu'elles travaillent parfois, souvent, dans l'urgence. Oui. Toujours dans le stress, Mmh. que la plume peut être le bouc émissaire, qu'elle est en proie à la déception quand le discours fait flop, qu'elle est soumise à des problèmes techniques aussi. On pourra en dire un mot tout à l'heure si on a le temps. Il y a des passages assez savoureux quand la technique ne suit pas ou que l'impression n'a pas été jusqu'à la dernière page. Parce que la plume écrit en contradiction parfois avec ses idées, vous venez de l'indiquer. Mais aussi et surtout, c'est ce qui ressort quand même de manière très significative dans votre ouvrage, la plume est en proie au jeu de pouvoir et d'influence majeure. Elle est en proie de violentes querelles, coulisses, car la plume découvre souvent, rapidement, qu'elle n'est pas seule et qu'elle doit composer avec d'autres. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage et nous donner quelques exemples? Oui, alors il y a à la fois, en fait, la difficulté aussi la plume a finalement, il ne faut pas maximiser le pouvoir d'une plume, mais elle intervient vraiment au moment où ça se décide aussi, où la décision est prise. Donc, il y a souvent un jeu d'influence autour du texte qui est écrit. Et il y a souvent plusieurs rédacteurs pour un même discours. Parfois, la plume le sait, qu'il y a d'autres qu'elle va devoir travailler collectivement, et parfois, elle ne le sait pas. C'est-à-dire que parfois, une personnalité politique peut demander à plusieurs personnes un même discours sans forcément le dire. François Hollande l'a fait, par exemple, à plusieurs reprises. Et puis, il y a aussi l'idée et puis parfois, il y a des plumes
qu'ils le vivent mal de travailler collectivement. Il y a deux exemples qu'on peut donner. Il y a Nicolas Sarkozy, sous Nicolas Sarkozy et sous Jacques Chirac. Sous Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud écrivait son texte à la dernière minute parce qu'il travaillait souvent dans l'urgence, mais aussi parce qu'il voulait pas le moins possible que ces textes soient relus par l'entourage de Nicolas Sarkozy, par les autres collaborateurs, pour ne pas être réécrits. Donc il y a eu des engueulades entre guillemets immenses, et ça a commencé dès le début de la collaboration d'Henri Guénaud pendant la campagne présidentielle de 2007. Henri Guénaud démarre sa collaboration avec Nicolas Sarkozy sur un discours sur la mondialisation. Autant dire que c'est un sujet sur lequel, dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, tous n'étaient pas d'accord avec Henri Guénaud. Et le texte est refait en entier par Claude Guéant, mais aussi avec des aides de Michel Pébreau, de plusieurs personnalités qui ne sont pas du tout en phase avec Henri Guénaud. Henri Guénaud le découvre vraiment à la dernière minute et ne veut pas assister au discours. Ça a été très, très compliqué. Donc, ça peut être difficile de jouer collectivement pour une plume, même si finalement c'est l'idée. Et pour Jacques Chirac, c'était encore plus difficile parfois pour les plumes, pas du fait de la plume, mais du fait de Jacques Chirac, c'est qu'il avait des séances de relecture qui étaient très particulières, qui n'a existé que sous lui, dans le fameux salon vert de l'Élysée, qui est le salon qui jouxte le bureau présidentiel, le dimanche en général, parce que Jacques Chirac s'ennuyait le dimanche, donc il convoquait ses collaborateurs pour des séances de relecture à voix haute épiques, où il distribuait lui-même les photocopies des discours, il avait toute une sorte de cérémonial avec ses stylos toujours au même endroit, etc. Et il lisait à voix haute le discours, et chacun il mettait son grain de sel, voulait changer l'adjectif, la phrase, etc. Ce qui est un exercice très difficile pour la plume. Par exemple, Christine Albanel, qui avait écrit le texte et qui voyait chacun pinailler pour un point-virgule, avec par exemple un Dominique de Villepin qui pouvait être très en verve, qui n'avait pas écrit le texte en question, mais qui voulait y mettre son grain de sel. Autour du texte peut se cristalliser un certain nombre de tensions liées à la forme ou par le fond. Alors, il y a en effet des passages tout à fait savoureux que vous décrivez et dont je recommande évidemment chaleureusement la lecture à nos participants et à nos alumni. Alors, on le disait tout à l'heure, peut-être voilà, une dernière question avant de passer la parole à nos participants. Il y a des plumes qui ont donc très bien réussi, qui ont fait carrière, qui ont elles-mêmes fait appel par la suite à des plumes. Vous citiez Juppé et Fabius pour Chirac et Mitterrand. Mais il y a une spécificité de ces dernières années, c'est que la plume devient elle-même médiatique et médiatisée. Oui, alors ça c'est nouveau depuis notamment le tournant Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire que c'est à partir de Nicolas Sarkozy qu'on a vraiment vu Henri Guénaud aller sur des plateaux télé, aller même sur les meetings, et on le voyait au premier rang prononcer le discours que prononçait Nicolas Sarkozy sur scène, avec même souvent une demi-seconde avant et devant les caméras, là où même une Christine Albanel qu'on connaît aujourd'hui, notamment parce qu'ensuite elle a été ministre, mais qu'on savait qu'elle écrivait les textes de Jacques Chirac, mais même Christine Albanel, par exemple, le discours en Veldiv, elle n'y va pas, parce qu'à l'époque, elle pense que ce n'est pas sa place. La plume devient médiatique vraiment à partir de Nicolas Sarkozy, et est aussi de plus en plus assumée par le président de la République. Le fait qu'on ait recours à une plume, puisque de toute façon, il y a tellement de textes à écrire qu'il y a besoin, même si on veut écrire soi-même, ce n'est pas possible de tout écrire. Alors, on a quelques remarques en forme de questions qu'on peut transformer en questions de la part de participants. Le discours d'Emmanuel Macron sur le confinement, le fameux « nous sommes en guerre ». Avez-vous des éléments à partager, des coulisses de ce discours qui vraisemblablement est marquant pour certains Oui. de nos amis?
Alors ça, c'est un discours qui est assez particulier puisque écrit comme plusieurs des allocutions, des allocutions télévisées d'Emmanuel Macron pendant cette période-là, écrites vraiment jusqu'à la dernière minute. Euh, C'est-à-dire que les allocutions télévisées pendant le confinement, souvent, elles ne sont pas forcément prévues d'être en direct, mais enregistrées. Et finalement, elles sont en direct, tellement le discours est prononcé au dernier moment. Là, il se trouve que le discours a notamment été écrit par Jonathan Guémas, qui est la plume officielle d'Emmanuel Macron, qui à cette époque-là est en quatorzaine parce qu'il a déjeuné avec quelqu'un qui avait le Covid, donc il fait tout depuis chez lui, ce qui complique encore plus la composition du discours. Parmi les briefs qui sont donnés, il y a quand même l'idée déjà de Clémenceau, en gros. Qui sera reprise un peu plus tard quand Emmanuel Macron ira à Mulhouse et où des communicants d'Emmanuel Macron diront c'est Clémenceau dans les tranchées, en essayant d'exagérer, de maximiser au max cette image-là. Donc il y avait juste cette idée-là. Après, dans ce que rend Jonathan Guémas, il n'y a pas forcément autant de fois le mot « nous sommes en guerre », qui est vraiment après très mis en exergue. Le discours est évidemment très relu par les conseillers du président, par le secrétaire général. Donc après, la phrase est reprise plusieurs fois, mais il y avait quand même un ton au départ qui était donné. Dans ce discours, où il ne prononce pas d'ailleurs le mot confinement, et c'est un discours qui est écrit, c'est l'annonce du confinement le 16 mars, le confinement commence le 17, et le discours est tellement écrit jusqu'à la dernière minute que quand il est prononcé en direct à 20h, plein d'éléments du confinement ne sont pas encore tranchés, si bien que plus tard dans la soirée, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, doit reprendre la parole pour vraiment donner un certain nombre de modalités de comment va se passer le confinement, parce que là, les points juridiques ont enfin été... toutes les questions juridiques qui se posaient ont enfin obtenu des réponses. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont plus épineux, plus glissants que d'autres? Vous faites Oui. référence à Napoléon, hein, Oui. c'est compliqué de célébrer une guerre. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Est-ce que vous avez d'autres exemples? Oui, les sujets les plus compliqués, souvent, sont des sujets liés en ce moment à la mémoire, en fait, à l'histoire. Dans les années 90, il y a eu évidemment énormément de réactions au discours du Veldiv en 95. Aujourd'hui, les historiens, y compris les historiens qui travaillent avec l'Élysée, disent que les discours les plus difficiles, ce sont ceux, par exemple, sur l'Algérie. Il y a des discours qui n'ont pas été, sur lesquels, justement, on n'a pas été jusqu'au bout dans certains mots, dans un travail. Il y a des sujets qui sont plus difficiles que d'autres, et c'est notamment ceux liés à la mémoire, liés à l'histoire de façon générale. Une question qui vous est posée, quelle est finalement la part d'improvisation qui est laissée dans les allocutions, les discours? Vous réservez des pages, là encore, très lumineuses sur le sujet, mais je vous laisse y répondre. Alors, ça dépend des présidents. C'est-à-dire qu'il y a des présidents qui vraiment lisent mot à mot, comme par exemple, c'était le cas par exemple de Jacques Chirac. En revanche, il y a des présidents qui improvisent plus. Exemple, Emmanuel Macron, c'est-à-dire que ses discours sont très longs, souvent trop longs, parce qu'il y a une part d'improvisation. C'est Sylvain Faure, l'ancienne plume d'Emmanuel Macron, qui dit « Moi, j'ai toujours rendu 45 minutes de discours. Au final, ça a toujours fait 1h30, donc il y a 45 minutes d'improvisation, ce qui est quand même énorme, parce que Emmanuel Macron improvise, voulant épuiser le sujet souvent, mais aussi voulant profiter de l'élan qui se trouve là face à lui. Après, le risque de vouloir un peu tout épuiser les sujets, dit même Sylvain Faure, c'est d'épuiser parfois l'auditoire aussi. Il y a tout un... C'est pas toujours simple d'improviser. Il y a des présidents qui ne s'y risquent pas, qui ne s'y risquaient pas. Puis il y a parfois des dérapages. Oui. Alors, parfois, il y a des dérapages, mais y compris sur des textes
écrits à l'avance, c'est-à-dire sur lesquels on ne s'est pas rendu compte qu'il y avait une phrase qui posait problème. C'est le fameux discours de Dakar, par exemple, sur l'homme africain qui n'est pas entré dans l'histoire. C'est un texte qui, là encore, a été écrit jusqu'en dernière minute par Henri Guénaud. Il rend ce texte très, très tard. Il y a quand même de la relecture, mais vraiment sur place. Et à l'époque, personne, ni Nicolas Sarkozy, ni dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, finalement, ne se rend compte à quel point cette phrase-là va poser problème par la suite et va finalement, c'est au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'était juillet 2007, et cette phrase-là, ce dérapage-là va faire que finalement tous les discours diplomatiques de Nicolas Sarkozy seront finalement à la charge de la cellule diplomatique, notamment avec Jean-David Lévy. On les a un peu retirés à Henri Guénaud pour ça, mais il y a des phrases il y a des dérapages qui parfois sont écrits. Et on ne s'en rend pas forcément compte. C'est Emmanuelle Mignon, qui était directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy, qui dit que parfois, qui dit qu'il y a eu des dérapages sous Nicolas Sarkozy et que parfois, ils ne s'en sont pas rendus compte parce qu'il y avait des telles inimitiés dans l'entourage, des inimitiés politiques, des inimitiés personnelles, que parfois ça se tirait à la bourre, c'était écrit jusqu'en dernière minute, et que c'est des erreurs qui parfois auraient pu être évitées. C'est juste personne s'en est rendu compte à ce moment-là. Et vous faites également allusion aux mots parfois un peu malencontreux, ce sont les fainéants Oui. Exactement. Exactement. Macron au lendemain du discours très réussi de la PNIX. De l'Acropole. C'est aussi à l'occasion d'une remise de décoration, François Hollande qui fait une blague sur la Cour des comptes où il se rappelle qu'ils étaient 2 par bureau pour que… je vais vous laisser raconter la blague d'ailleurs, ce qui est plutôt amusant. Non, oui, c'est-à-dire que ça c'est des dérapages qui effectivement sont pas écrites, sont dans la fougue d'une improvisation, sauf qu'elles ont un impact. La phrase d'Emmanuel Macron au lendemain du discours de la PNIC, ça efface forcément le discours de la PNIC. La phrase de François Hollande, il se trouve qu'elle était officiellement en privé, sauf que évidemment un discours c'est lors d'un pot de départ, un collaborateur de François Hollande part à la Cour des comptes et il fait des blagues sur la Cour des comptes d'où il vient, qui ne s'appelait pas du tout au patron de la Cour des comptes de l'époque. Et sauf qu'après, ce discours-là fuite. Mais ça, c'est encore effectivement un autre type de dérapage qui est le dérapage, cette fois-ci, pas écrit, pas contrôlé, dans l'improvisation où on se rend compte que chaque mot compte finalement dans ce que l'on dit et qu'il faut faire attention, même dans un cadre privé. Alors, vous rapportez les propos de Sylvain Faure, la plume d'Emmanuel Macron, qui vous indique que les discours du président sont trop longs. C'est une question qui est posée ce soir par Jean-Philippe. Emmanuel Macron se rend-il compte que ces discours sont beaucoup trop longs? Alors, en tout cas, on le lui dit. Tout le monde le lui dit dans son entourage. Ça n'empêche pas qu'il continue d'être trop long, même quand il essaye de faire un peu plus court. Il a même fait un discours, son entourage s'en rend tellement compte qu'il a fait un discours sur la République en septembre au Panthéon, et avec son accord, mais son entourage a donné le texte la veille au soir au Monde pour qu'il puisse être publié le lendemain matin. Le discours est prononcé en fin de matinée. Et cette fois-ci, ça a été un discours qui a été moins long que les autres, puisque le président ne pouvait plus en rajouter, ne pouvait plus improviser. Le texte était déjà transmis à la presse. Donc il y a eu même ce stratagème pour essayer d'éviter que le président dise des discours trop longs. Il s'en rend compte, après il continue, même les allocutions télévisées sont très très longues, il y en a beaucoup, elles fonctionnent très bien en termes d'audience, et on sait qu'il aime ça, qu'il aime discourir. Il s'en rend compte, mais il continue.
Alors, une question également qui vous est posée, avec la place de plus en plus importante des réseaux sociaux dans la communication, y compris celle des présidents de la République, le community manager est-il une plume digitale et est-ce que le président de la République contrôle autant sa parole sur les réseaux sociaux qu'il la contrôle à l'oral? Alors oui, c'est une plume digitale. Il y a même vraiment des personnes dédiées à cela. D'autant plus que il y a une réflexion de François Hollande, par exemple, dans le livre où il compare la parole d'Obama à la parole de Donald Trump, où il dit Obama faisait des très beaux discours selon lui, sauf qu'on risque de pas les retenir autant que les tweets de Donald Trump. Aujourd'hui, la parole, justement, elle est la parole d'une personnalité politique, elle est challengée par les réseaux sociaux et du coup, ça change, ça peut changer la tonalité du discours. Il y a pas... Après, le discours, je pense, va continuer d'avoir une telle importance, d'avoir une grande importance, notamment dans des moments un peu clés, un peu solennels, euh, des moments vraiment où il faut faire nation, comme on dit entre guillemets. Euh, mais, mais le, mais il y a des réponses à apporter sur qu'est-ce qu'on peut retenir, comment retenir un discours autant qu'on retient un tweet. François Hollande, par exemple, lui a beaucoup travaillé sur la formule. Il avait le sens de la formule. Sauf qu'en fait, une formule, ça ne suffit pas dans un discours pour qu'on le retienne. Et alors justement, comment est-ce que l'accueil qui est réservé au discours est analysé? Comment est-ce qu'on sait si un discours a fonctionné ou n'a pas fonctionné? Est-ce qu'il y a un outil en fait qui permet de mesurer ça d'une manière ou d'une autre? Alors, on le sait quand même, en général, on le sait quand même, on le sait assez vite. Euh, on ne sait pas forcément en amont ce que va donner le discours. Après, assez vite, on voit s'il y a eu un accueil catastrophique, comme pour le discours de Dakar, ou un discours ou un accueil beaucoup plus fort, comme par exemple après le Veldiv. Sur le Veldiv, ce qui est assez fort, c'est que à l'Élysée, il n'anticipe pas à quel point le discours va être important et va être marquant. Même le discours n'est noté dans l'agenda du président que comme très protocolaire et ne fait pas l'objet, c'est l'un des rares discours qui n'a pas fait l'objet d'une grande séance de relecture autour de tous les conseillers dans le salon vert de l'Élysée. C'est un discours qui a été vraiment relu par Jacques Chirac devant Christine Albanel toute seule parce que personne n'anticipe que ce discours va avoir une telle ampleur. Donc on ne sait pas forcément anticiper si ce discours va être très important. L'accueil en général, on le sait assez vite. Alors, vous rappelez dans votre ouvrage des propos que Dominique de Villepin vous tient en regrettant que les discours présidentiels internationaux aujourd'hui n'aient plus le même écho qu'ils n'avaient par le passé. Ça me conduit à vous poser et à réunir deux questions qui vous sont posées. Est-ce que vous pourriez dire un mot sur les discours dans le cadre d'un déplacement à l'étranger, d'un voyage d'État? Et une question qui est liée, est-ce que la rédaction des discours dans le film Quai d'Orsay, on pourrait dire même dans la bande dessinée, est-ce que cela est caricatural ou à peine? Dans Quai d'Orsay, non, parce que vraiment Dominique de Villepin avait une façon particulière de apporter une attention très particulière sur les textes. Il avait plusieurs plumes autour de lui, mais tout. J'ai rencontré Dominique de Villepin lui-même, aimait aussi une bonne partie de son entourage, et tous me disent que c'était assez épique la construction justement, la construction du discours. Les discours internationaux, souvent, c'est des discours un petit peu à part, puisqu'ils sont écrits non pas souvent par la plume officielle du président, mais par la cellule diplomatique. Les diplomates savent très bien écrire des discours. Souvent, c'est eux du coup, le prennent en charge. Quand ils ne prennent pas en charge, souvent, ça peut être problématique, comme par exemple le discours de Dakar, où il y a eu aussi, sous Nicolas Sarkozy, des conflits entre la cellule diplomatique et Henri Guénaud sur un discours au Congrès aux États-Unis.
donc souvent, c'est la cellule diplomatique, et depuis toujours, même sous De Gaulle, où finalement il y avait pas une fonction de plume officielle, mais où De Gaulle, on lui écrivait quand même des trames de départ sur lesquelles après il rebondissait. Euh, même sous De Gaulle, il y avait des diplomates qui lui préparaient les sorties diplomatiques, où à l'époque, les voyages d'État pouvaient durer plusieurs jours avec énormément de discours que le président essayait d'apprendre ensuite par cœur. J'ai rencontré d'ailleurs l'une des anciennes plumes diplomatiques de Gaulle, qui s'appelle François Bujon de l'Étang, qui a écrit notamment à la fin du mandat de Charles de Gaulle, et qui me racontait du coup les coulisses de Vive le Québec libre, etc., qui est un travail au départ, où au départ il y a la cellule diplomatique qui travaille énormément sur ces discours-là. Alors justement, dans cette optique, c'est la question de Lucas Noël qui vous est posée. Quelle est, d'une certaine façon, finalement, la place de la plume au sein du cabinet et des autres collaborateurs du président? Est-ce qu'il est mis de côté du fait de sa proximité? Est-ce qu'il s'intègre parfaitement au cabinet? Quelle est la nature de ces relations? Alors, ça dépend des plumes et ça dépend des présidents. Par exemple, Henri Guénaud était conseiller spécial finalement du président, et était une sorte de conseiller politique, très proche, avec une relation vraiment one-to-one, entre guillemets. François Hollande, par exemple, mettait beaucoup plus à l'écart ses plumes. Souvent, ça se passait même par écrit. Les plumes avaient, au départ, quand elles commençaient à travailler avec François Hollande, avaient du mal même souvent à avoir des échanges en tête-à-tête autour de leur texte. Donc ça dépend des présidents. Emmanuel Macron a une relation plus one-to-one, entre guillemets, notamment au début de son mandat avec Sylvain Faure, avec qui il avait une relation assez forte. Voilà, ça dépend des deux personnes. Ça peut être soit vraiment des personnes très très proches du président, des sortes des conseillers spéciaux du président, ou ça peut être des membres de cabinet un peu moins importants. Et puis il y a le rôle évidemment aussi du secrétaire général, qui est très fort dans la rédaction du discours, qui relie tout, qui peut parfois, il y a des secrétaires généraux qui sont plus impliqués que d'autres, et ça dépend aussi du moment politique. Il y a des moments politiques, comme par exemple sur les allocutions sur le confinement, sur le Covid. Là, les secrétaires généraux et les conseillers spéciaux sont aussi très présents autour de la plume. Alors, une question d'Annès Jaffré, que je salue. Quel est le rôle de François Sureau dans l'écriture des discours du président? Alors, il participe à la rédaction de discours. Mais en fait, il propose des idées qui ne sont pas forcément toujours retenues, souvent par WhatsApp, parfois des idées totalement improbables. Par exemple, il y a une idée qui n'a pas été retenue pour le discours sur Johnny à la Madeleine, où il propose au président de comparer Johnny au général Bijard. Donc, c'est une idée qui n'est pas reprise par Emmanuel Macron. Il a travaillé aussi sur des sujets comme l'incendie de Notre-Dame, etc. Ça fait partie de ces personnalités extérieures qui alimentent le président de la République. Parfois, le président de la République ne prend pas forcément, mais s'alimente. C'est-à-dire que c'est un point qui est intéressant, c'est que le président de la République ne s'alimente pas que de sa plume officielle. Parfois, il picore à droite à gauche, notamment sur tous les discours historiques. Il y a des contributions d'historiens, il y a des personnalités extérieures également qui peuvent participer à des discours, et François Sureau en fait partie. Une question qui vous est posée également, on la retrouve en filigrane à plusieurs reprises dans votre ouvrage, sur la place de la voix de la personne qui prononce le discours, et puis finalement son talent oratoire et son éloquence. Tous les présidents ne démarrent pas à la même vitesse. Vous y consacrez quelques pages. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
Oui, c'est un sujet, c'est un sujet qui a été y compris intéressant sous Emmanuel Macron pendant la campagne, puisqu'on a vu qu'il a dû faire appel à mais c'est pas le seul, hein, à des coachs vocaux pendant un certain nombre, pour un certain nombre de meetings. Euh, il y a aussi effectivement, ça fait partie de cette mise en scène où sur lequel il y a un travail sur certains discours, notamment des discours de meeting, notamment des discours de campagne, aussi les discours à l'étranger, c'est-à-dire que quand Emmanuel Macron fait son discours au Congrès, aux États-Unis, il a un coach américain qui l'entraîne en fait le matin même à lire son discours, en anglais. Euh, donc, il y a un travail sur la voix. François Mitterrand, vraisemblablement, écrivez-vous, mettait également un certain temps, à Oui, l'image d'une certaine façon, avant exactement. d'être pleinement à l'aise dans Exactement. le costume de l'orateur. Voilà, c'est notamment Anne Lauvergeon qui a travaillé, qui a écrit pour lui, qui raconte comment il était, c'est son expression diesel, entre guillemets, où effectivement il met du temps à apprivoiser la salle et finalement à l'emporter. Une question également qui vous est posée, vous évoquez l'aspect éreintant dans votre ouvrage de la fonction de plume. Parmi celles et ceux que vous avez rencontrés, avez-vous eu des critiques et ou des remarques sur ce dur labeur qui, d'une certaine façon, peut saper leur qualité rédactionnelle? Oui. Déjà, c'est très difficile pour une plume, tout se raconte à quel point c'est très difficile finalement de donner sa copie et d'être ensuite raturé dans tous les sens par le président lui-même, mais aussi parfois par un collaborateur qui veut juste rajouter une info. Parfois, ça donne des textes avec beaucoup trop de choses qui sont un peu détricotés, retricotés et pas forcément de meilleur niveau après avoir été retricoté. Donc les plumes le racontent bien. Après, le côté éreintant, c'est aussi effectivement le rythme, c'est-à-dire le nombre de discours qu'il peut y avoir, notamment à l'Élysée, notamment à Matignon, qui est une grosse usine à discours, puisqu'il y a à la fois les discours qui sont très visibles, ceux que l'on voit à la télévision, qui sont transmis, les discours de cérémonie, de commémoration, etc. Mais il y a aussi plein de discours chaque semaine de remises de décoration qui prennent un temps fou et qui sont totalement, qui sont chronophages et qui sont moins visibles, mais qui prennent énormément de temps, puisque même le métier de plume parfois se transforme en métier un peu de journaliste ou d'historien ou d'enquêteur, par exemple y compris pour ces discours-là. Quand on fait un discours de décoration, on va rechercher un certain nombre d'informations sur la vie du décoré, mais ça peut être jusqu'à enquêter autour de cette personne, de l'appeler, de la rencontrer, de l'interviewer, d'appeler ses proches. Il y a un petit travail d'enquêteur même pour tous ces sujets-là qui est souvent méconnu. Alors, une question de Camille. Y a-t-il un discours entre tous que vous avez jugé particulièrement réussi? Alors, particulièrement réussi, ça dépend ça dépend en quel terme. En termes d'impact, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler autour des discours, par exemple, internationaux de Mitterrand, sur comment ils avaient été construits, parce qu'ils ont été parfois construits jusqu'à la dernière minute, dans l'avion, sur place, avec un certain nombre de diplomates, notamment. Et sur l'impact que ça avait eu, comment ils ont été construits, quel a été l'impact. Et il y a eu des discours internationaux de Mitterrand qui ont eu un énorme impact. Donc ça, j'ai pris beaucoup de plaisir
à travailler dessus. Après, il y a des discours, il y a des discours parfois même un peu méconnus de décoration que j'ai pris plaisir à relire, des discours, les discours par exemple de décoration, les discours d'hommage aussi, par exemple, qu'a pu faire, que André Malraux a pu faire. C'est des discours plus méconnus que d'autres, mais qui sont assez intéressants à relire, après à analyser, à voir comment ils ont été faits et comment ils ont été reçus. Et alors, à contrario, quel est pour vous le plus gros raté, le plus gros échec? Alors, le plus gros échec, alors il y a parfois des discours il y a des discours déjà on ne s'aperçoit, alors c'est pas forcément le plus gros échec, mais il y a des discours on ne s'aperçoit pas, ou parfois il y a une annonce et on ne s'en aperçoit même pas. Donc là, c'est vraiment que c'est pas très bien réussi. Par exemple, quand François Hollande fait ses vœux où il annonce le pacte un changement de politique économique, son pacte de stabilité, à ce moment-là, personne ne s'en rend compte. Il doit refaire un discours devant les partenaires sociaux pour le redire. Après, il y a des discours qui sont parfois qui font des annonces et qui ne sont pas qui ont été mal contrôlés et où parfois derrière il doit y avoir une reculade. Donc c'est forcément des ratés. Quand Nicolas Sarkozy fait son annonce devant le CRIF sur les enfants de CM2 et la mémoire de la Shoah, chaque enfant de CM2 qui doit porter la mémoire d'un enfant mort de la Shoah, ça suscite une telle réaction que derrière, il recule. Donc, c'est forcément raté. Pour revenir sur François Hollande, ce qui, moi, m'a amusé, par exemple, quand j'ai vu un peu tout son entourage, tous me disaient à quel point, alors tous déjà me disaient à quel point ils auraient participé au discours du Bourget qui est le plus réussi, parce que c'est celui qui a eu le plus d'impact. Mon adversaire, c'est le monde de la finance, mais tous m'ont dit, surtout, c'est pas moi qui ai écrit la déchéance de nationalité après les attentats. Donc ça aussi, c'est que c'est un discours qui n'a pas été réussi, puisque c'est un discours qui, derrière, a eu des conséquences politiques. Et après lequel il y a eu un recul. Alors, justement, sur le plan technique, comment est-ce que ça se passe? Vous consacrez là encore de longues pages à parler de feuilles et de pages qui reviennent raturées, bien souvent majoritairement raturées, où il ne reste parfois que quelques lignes par rapport à la copie initiale donnée par la plume. Est-ce qu'on en est aujourd'hui toujours aux échanges papier? Comment ça se passe? Est-ce qu'on fonctionne par mail? Est-ce qu'on fait un discours, on l'imprime, on le passe comment ça se passe? Non, oui, c'est de plus en plus par scan, oui, c'est de plus en plus par scan en fait. Hein. Après il existe toujours les discours à l'écrit qui après restent aux archives nationales, mais ça se fait de plus en plus aussi effectivement de façon un peu plus numérique. Juste pour rajouter un point sur tout à l'heure, quand on parlait de la difficulté aussi d'être plume aujourd'hui, justement, sur l'évolution par rapport à avant. Aujourd'hui aussi, il y a quelque chose qui est très, très difficile pour la plume, c'est que la moindre erreur avec justement les réseaux sociaux, le numérique, etc., la moindre erreur est traquée. Avant, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire que, par exemple, Christine Albanel me disait, moi, ça m'est déjà arrivé dans des discours de Jacques Chirac de donner des chiffres dont je n'étais pas sûr. Aujourd'hui, ça paraît mais invraisemblable qu'une plume d'un président de la République mette dans son discours des chiffres qui sont peut-être pas exacts. Et au-delà de ça, l'erreur est beaucoup plus fatale qu'auparavant, ce qui renforce une pression supplémentaire sur la plume, puisque la moindre erreur, du coup, est forcément remarquée, moquée, ce qui était vraiment ce qui était beaucoup moins le cas auparavant. Il y a beaucoup plus d'erreurs, notamment historiques dans les discours sur l'histoire, etc., par le passé. Le général de Gaulle écrivait-il ses discours seul? Lui connaît-on une plume officielle?
Alors, pas de plume officielle. La seule chose, c'est que le général de Gaulle reçoit quand même des premières trames sur des sujets. Il partait, en général, il fallait lui rendre le vendredi parce qu'il partait à Colombey avec. Et après, il réécrivait entièrement. Ces discours se retrouvent d'ailleurs aux Archives nationales. On voit avec sa grande écriture violette, penchée. Vraiment, c'est des manuscrits de Flaubert. C'est raturé dans tous les sens. Donc, il réécrivait entièrement. Et d'ailleurs, c'était des discours qu'il apprenait par cœur. Donc, écrire lui permettait de l'aider à apprendre par cœur. Mais il y avait effectivement avant un travail de première synthèse, de trame, d'idées sur lequel il pouvait travailler. Puis vous écrivez également que c'était une autre époque, le général de Gaulle avait du temps, il en Oui, profitait pour écrire, il y avait moins de déplacements internationaux. exactement. Il y avait moins de discours, effectivement, de conseils européens, de grandes rencontres internationales où il fallait vraiment. C'était une époque où il y avait moins, où l'agenda du président de la République était aussi moins rempli. Il pouvait passer ses matinées vraiment à travailler seul dans son bureau et à réécrire ses discours. Quelle place pour les larmes dans les discours? Vous écrivez que rares sont les personnalités françaises, tout le Oui. monde se laisse aller à l'émotion. C'est une spécificité française? Alors, non. Après, ce qui est sûr, c'est que, par exemple, quand on pense aux larmes et aux discours, on pense souvent à Obama, qui, lui, n'hésitait pas à avoir n'avait pas peur des larmes dans les discours. En France, On ne vous entend plus, Michael. Michael, on ne vous entend plus. Il faut que vous réactiviez votre micro. là, vous Allez-y. m'entendez. Voilà. Super. Oui, en France, c'est beaucoup beau. C'est très rare et c'est souvent pas contrôlé. Villepin a eu de l'émotion pendant un discours sur le Veldiv. Il y a vraiment, c'est en France, il y a il y a très peu d'exemples de larmes où souvent c'est vraiment et c'est des discours très souvent improvisés, souvent des discours après une défaite, après quelque chose de plus douloureux, mais il y a une retenue qui est quand même plus forte dans un pays qui quand même commémore énormément. Alors, une toute dernière question, peut-être en forme de conclusion, parce que cela fait maintenant un peu plus d'une heure que nous sommes ensemble. Aujourd'hui, en février 2021, à l'ère des réseaux sociaux, à quoi servent encore les discours? Alors voilà, ça c'est la grande question. Moi, je pense que les discours, ça peut quand même, ça a quand même ça va quand même garder une force. C'est sûr qu'il y a moins d'orateurs qu'autrefois. Après, on va forcément notamment il y a des moments dans l'histoire, des moments dans l'actualité où le discours reste le moment le moyen de rassembler le plus fort. Je pense que c'est vraiment là-dessus c'est pour ça que les discours présidentiels sont plus importants que les autres. Mais je pense que le discours a quand même un avenir, malgré tout. Et parce qu'on n'a pas encore trouvé de meilleurs moyens d'expression. Exactement. Écrivez-vous. Oui, exactement. Michael Moreau, merci beaucoup. C'était Merci énormément. et passionnant. Je rappelle, Michael Moreau, Les plumes du pouvoir, chez Plomb, tous les discours ont une histoire. Merci encore de vous être rendu disponible pour partager vos réflexions avec nos alumni.
Merci à toutes et à tous, chers amis, chers alumni, d'avoir été présents aussi nombreux ce soir. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Le cycle Les coulisses de l'Élysée continue. Nous vous retrouvons au mois de mars prochain, à la mi-mars, et nous accueillerons à cette occasion Monsieur Laurent Stefanini, ambassadeur, diplomate, et qui a été notamment le chef du protocole de l'Élysée. Il partagera avec vous sa vision des coulisses du château. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne continuation. Bon vent et à très bientôt pour une nouvelle conférence de Sciences Po Alumni. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup.